la génétique, parce qu'on peut véritablement parler de révolution génétique, tant en matière de dépistage qu'en matière de prévention, qu'en matière de traitement. Donc là encore, nous avons la chance d'accueillir des invités exceptionnels. Et donc j'invite à nous rejoindre le docteur Fabrizia Bignami, qui est directrice médicale de Bluebird Bio France. Bonjour madame. Et le professeur Pascal Pujol, président de la Société française de médecine prédictive et personnalisée, professeur des universités praticiens hospitaliers à l'Université de Montpellier, chef du service d'oncogénétique du CHU de Montpellier. Et donc vous venez d'écrire un ouvrage intitulé « Voulez-vous savoir ce que nos gènes disent de notre santé ?» qui est disponible auprès donc, de notre libraire et que je pense vous dédicacerez au terme de nos échanges. Et pour animer donc, cette très belle table ronde, Anne Jean-Blanc, journaliste santé du Point. Donc nous allons faire le point sur les avancées des connaissances en matière de génétique. Anne, c'est à vous. Rebonjour, merci d'être toujours aussi nombreux. Alors la génétique, c'est un mot qu'on prononce très régulièrement. On parle actuellement beaucoup de révision des lois de bioéthique, la génétique en fait largement partie. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu ce que c'est vraiment, ce que ça apporte aujourd'hui et puis ce que ça apportera demain. Alors, il y a deux éminents spécialistes avec moi, donc je suis très ravie de vous accueillir. Pascal Pujol, quand on parle de génétique, on parle de quoi exactement ? Quand on parle de génétique, en fait, en médecine, c'est l'utilisation d'informations qui sont contenues dans ce qu'on appelle nos gènes et qui peuvent avoir une utilisation soit à des fins de prévention, on appelle ça la médecine prédictive, on prédit des risques et on peut anticiper ces risques, soit, et ça c'est un développement plus récent, extrêmement porteur, je me retourne vers Fabrizia parce qu'on a aujourd'hui des possibilités thérapeutiques qui sont liées à la connaissance des gènes qui sont en cause dans des pathologies, soit les maladies rares, soit le cancer. Vous avez un micro chacun, c'est le luxe total aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous ajoutez alors sur cette connaissance des gènes? Elle ne cesse de progresser. Tout à fait, même si on doit dire qu'aujourd'hui, on sait bien que en fait, le patrimoine génétique des personnes, en fait, de chaque cellule, est particulièrement volumineux, mais en réalité, la partie qui va donner un peu les informations pour créer la vie, en fait, est limitée à environ entre 20 000 et 50 000 gènes. En fait, on a identifié qu'il y en a beaucoup qui sont des morceaux de ce génome qui sont apparemment inutiles. Pour l'instant, ne servent à rien, mais on se rendra peut-être compte un jour qu'ils sont très utiles. Oui. Et donc, aujourd'hui, on connaît quand même très peu par rapport à ces 50 000 gènes, comment est-ce qu'ils fonctionnent, à quoi ils servent, et comment est-ce qu'ils interagissent aussi. Alors, des maladies génétiques, on en découvre de plus en plus. On en connaît combien exactement aujourd'hui de maladies dans lesquelles des gènes sont vraiment impliqués et connus? Aujourd'hui, à peu près 8 000. On a 8 000 maladies génétiques. Ça contient des pathologies avec des mécanismes classiques, mais il y a certainement encore... C'est quoi un mécanisme classique? Alors, classique, c'est des mécanismes qui ont été appris pour la plupart d'entre nous sur nos manuels d'école. C'était un moine moldave qui s'appelle... Oui, ça vous dit quelque chose, hein? Bah, évidemment, les petits pois. Voilà, c'est les petits pois de Mendel. Alors racontons les petits pois quand même, parce que tout le monde n'est pas censé connaître. Les petits pois, c'est donc un botaniste moine moldave qui regarde comment peuvent se transmettre les caractères de génération en génération. Et pour ce faire, il va utiliser deux modèles, des petits pois qu'il cultive, qui soient soit lisses, soit striés, soit des souris. Et petit à petit, il comprend que dans la transmission de certains caractères, il y a des lois biologiques assez arithmétiques. Et donc, il décrit deux modèles. Le premier mode de transmission, c'est l'hypercholestérolémie. Si certains d'entre vous ont ce type d'affection, on a souvent un des deux parents qui a aussi une hypercholestérolémie. On dit que c'est dominant. Donc ça, c'est un premier grand type. Et le deuxième grand type, et j'aurais fini pour faire ma leçon de professeur. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Le second type, c'est les maladies récessives. Dans le cadre de ces maladies-là, aucun des deux parents, la plupart du temps, n'a la maladie. En fait, il a un de ces deux gènes qui présente l'anomalie. Et c'est la conjonction de ces deux anomalies chez l'enfant qui va créer la maladie. C'est ce qu'on appelle les maladies
récessive, par exemple la mucoviscidose ou la myotrophie. C'est les 2 parents porteurs, mais porteurs sans le savoir, ce qu'on appelle des porteurs sains. Oui, Voilà. absolument. Fabricia, vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet? Non, effectivement, les maladies, surtout ce qu'on appelle les maladies génétiques que vous avez décrites, sont des milliers. Souvent, elles sont rares, en fait, mais l'accumulation de toutes ces raretés, en fait, ça fait que des millions de personnes sont concernées. Et les approches des thérapies qui s'adressent justement à ce type de pathologie qui concerne le gène pourraient être importantes pour tous ces millions de personnes. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que la grande majorité des maladies sont polygéniques, donc l'action de plusieurs gènes et d'autres facteurs. Donc Oui. malheureusement, le gène ne servira pas à tout guérir. La thérapie génique ne pourra pas tout guérir. Anne, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de confusion à ce sujet. La génétique, dans le déterminisme des maladies, c'est qu'une petite part, c'est souvent à peu près 10%. C'est vrai pour le cancer, la plupart des cancers, mais c'est vrai dans d'autres domaines. Donc, le déterminisme prédominant de la génétique, c'est 10% des pathologies. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que quand même, il y a des susceptibilités à l'environnement par notre patrimoine génétique. Et qu'entre ce qui est environnemental au sens pur et ce qui est du déterminisme génétique au sens pur, il y a aussi probablement des combinaisons entre notre patrimoine génétique et l'environnement qui vont faire qu'apparaît ou non une pathologie. Ça veut dire qu'un facteur de risque, qu'un comportement à risque égal, prenons un fumeur, Ouais. certains auront un cancer, d'autres n'en auront pas. Absolument. Et voilà. Et donc, C'est un très bon exemple parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des familles où il y a beaucoup de cancers du poumon. Souvent, le tabac s'est transmis comme... c'est une maladie transmissible, le tabac familialement, aussi, absolument. Mais pas que, parce que la probabilité d'avoir un cancer du poumon, enfin, il est surprenant qu'on ait autant de cas dans une famille. C'est plus que ne le voudrait le hasard. Et donc, on a effectivement, Anne, un exemple d'intrication entre l'effet d'un mutagène, puisque c'est quelque chose qui va... Le tabac agit sur notre ADN, en fait, et c'est comme ça qu'il crée le cancer. Mais probablement, certaines personnes ont une susceptibilité particulière à ces effets mutagènes de la fumée du tabac. Alors là, on a établi un peu... Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste donner un exemple en fait opposé, c'est-à-dire la drépanocytose. Donc c'est une maladie du sang. Elle est présente particulièrement en France, donc concerne 25 000 personnes, dont 15 000 sont atteintes de la forme sévère. En fait, ces personnes ont la même mutation, c'est-à-dire on a un changement qui est identique chez toutes ces personnes, mais en réalité, si on prend différents patients, ils auront une expression de la maladie différente. Donc, donc c'est un peu un exemple inverse. On a une mutation vraiment identique et on a une manifestation de la maladie qui est plus ou moins sévère avec des symptômes plus ou moins différents. Alors moi je pense qu'il est à la fois inverse et très proche, parce que si cette même mutation a un effet différent, c'est que le contexte environnemental ou des autres gènes est différent. Et en fait, c'est pareil, ça montre que le déterminisme est rarement uniciste. Et c'est vrai un petit peu partout en dehors de la génétique. Mais cette vision que la génétique est un programmateur de tout n'est pas exacte, effectivement. Et parfois, elle dessert même la génétique. Tout n'est pas écrit et c'est une très bonne Absolument. chose quand même. Et ça dépend de l'environnement, du mode de Absolument. vie, du comportement. La génétique est un outil assez précis quand même de la biologie comme marqueur de pathologie. Mais la génétique n'est pas divinatoire. Et on a beaucoup prêté ça à la génétique parce qu'on peut avoir une vision un peu anticipatrice de l'occurrence d'une maladie, mais qui est un facteur de risque. Quand votre médecin généraliste vous prend la tension artérielle ou fait un examen du cholestérol, peu importe votre tension artérielle à 16 ou votre cholestérol à 2,5 grammes. En fait, c'est simplement la détection d'un facteur de risque d'une maladie cardiovasculaire sur lequel on peut agir. Et je pense que la génétique prédictive est un peu comme cela, en dehors de pathologies graves sur lesquelles on reviendra peut-être, mais elle nous apporte de la précision dans le maniement d'un facteur de risque, comme elle nous apporte de la précision dans le maniement d'outils thérapeutiques. Alors avant de parler de médecine prédictive, on finira sans doute par ce thème-là. Déjà, la génétique, c'est très important pour le dépistage d'un certain nombre de pathologies. On est en plein mois octobre rose. Prenons l'exemple du cancer du sein.
la génétique a révolutionné le dépistage du cancer du sein et le repérage des femmes à risque. Oui, parce que c'est quand même quelque chose qu'on avait constaté depuis très longtemps. Il y a des formes familiales de cancer du sein. Et il y a des familles dans lesquelles le cancer du sein touche beaucoup de femmes. Et petit à petit, dans les années 60-70, on a compris qu'il y avait probablement quelque chose à la Mendel, un truc comme les petits pois, qui se transmettait comme le cholestérol. C'est-à-dire que le taux était tellement fort dans ces familles qu'il y avait probablement un déterminisme qu'on appelle monogénique, excusez notre jargon, mais lié à un seul gène. Et donc, il y a eu une course assez effrénée à ce gène-là. C'était dans les années 80-90. Une femme, Marie-Claire King, a pu localiser le chromosome. Enfin, je vous la fais courte. Mais on est arrivé à identifier ce gène qui donnait un risque familial dominant. De sorte qu'une personne sur deux et une fille sur deux recevait ce gène de sa maman, ou de son papa d'ailleurs, mais quand elle avait le gène, le risque était véritablement très élevé. Et ça, c'est important de souligner ça. Il faut de la quantité de risque pour que médicalement, ça puisse être utile. Donc le gène donne à ces femmes porteuses un risque de cancer du sein de 7 sur 10. C'est énorme. C'est énorme. Et à partir de là, on comprend que si on peut déployer des stratégies de dépistage et de prévention, on fait du dépistage personnalisé. Souvent, la question qu'on peut avoir dans la salle, c'est Angelina Jolie. Donc, on va l'anticiper. Toujours d'Angelina Jolie. Mais Angelina Jolie opte pour une chirurgie préventive, qui est la chose la plus dure, la plus radicale. Il y a d'autres moyens de prendre en charge très efficacement le cancer du sein familial. C'est un dépistage dit personnalisé, où on s'appuie sur un examen qui s'appelle l'IRM, qui est très sensible. On le fait plus tôt, on le rythme plus, mais si on fait ça, on apporte une sécurité très forte à ces femmes. La sécurité, ça veut dire qu'on peut dépister précocement un cancer tout petit, et donc à ce moment-là, on a vraiment les moyens de le traiter médicalement. Je rappelle qu'en ce mois d'octobre rose, 86%, c'est le taux de guérison à 5 ans du cancer du sein. J'invente rien, c'est les chiffres de l'Institut national du cancer. Donc on progresse beaucoup, oui. Au niveau des traitements, mais on a encore un peu de marge aussi au niveau du dépistage et de la prévention. Alors l'autre grand bénéfice récent des connaissances sur la génétique, c'est effectivement les thérapies ciblées et la thérapie génique. Et là, Fabrizia va vous parler de choses très intéressantes et très importantes. En faisant un lien avec ce que vous avez dit donc, de la prédiction dans un autre contexte qui est celui du dépistage néonatal. Par exemple, notre laboratoire travaille sur une maladie extrêmement rare qui concerne un garçon nouveau-né sur 17 000. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y aura peut-être maximum 18 cas par an en France. Cette maladie, quand même, est extrêmement grave dans le sens que vous avez pratiquement un enfant qui est normal jusqu'à 8 ans, il joue et le reste. Et après, il commence à avoir des symptômes un peu pas très spécifiques. Il n'est pas attentif à l'école, un peu hyperactif, tout ça. Et après, en quelques mois, en fait, la situation se dégrade. Et l'enfant passe d'un état normal juste à un état végétatif. Donc il perd toutes les capacités de s'alimenter, d'incontinence, cécité, etc. Je ne vous donne pas tous les détails. Je pense que vous avez compris. Et dans mon expérience donc, chez Aurore 10, par exemple, j'ai connu des familles qui avaient le malheur d'avoir ces enfants-là, qui arrivent à un diagnostic très tard. Parce que pour cette maladie, on pourrait par exemple tenter une greffe des cellules souches hématopoïétiques, donc avec un donneur. Cellules du sang, c'est l'origine du sang. Oui. Donc la moelle, le sang périphérique, donc d'un donneur. Mais aujourd'hui, on aurait aussi des solutions comme la thérapie génique. Et donc, ce qui a été démontré déjà aux États-Unis, où ce dépistage est déjà utilisé, c'est qu'effectivement, on arrive à sauver des vies si on intervient précocement. Vous imaginez qu'un enfant qui a déjà perdu la capacité de bouger ne peut pas être... tard, oui. Voilà, il ne peut pas revenir en arrière. Donc, l'importance d'ajouter cette pathologie et d'autres qui sont dans la même situation dans la liste des pathologies diagnostiquées, qui aujourd'hui, il n'y a que 5 maladies. Alors, quelles sont les 5 pathologies qui sont diagnostiquées aujourd'hui? J'essaie de me rappeler de toutes. Pascal, donc, la drépanocytose, la phénylkétonurie, l'hypothyroïdie et l'hypersurrénalisme aussi.
Il m'en manque une. Bon, c'est pas grave. Il y a donc 5 la pathologies. mucoviscidose. Voilà. Ouais, mucoviscidose. Il y a donc 5 pathologies qui sont dépistées aujourd'hui systématiquement chez tous les enfants à la naissance. Et on reviendra à la thérapie génique juste après parce que c'est vraiment intéressant. Mais manifestement, dans la révision actuelle des lois de bioéthique, les généticiens, enfin tous les spécialistes sont absolument mécontents parce qu'on pourrait dépister d'autres pathologies et que ça n'a pas été inscrit dans la révision des lois, c'est ça ? Ouais, effectivement, la plupart des sociétés de génétique, le Conseil national d'éthique, le comité citoyen, vous savez que dans le cadre des lois de bioéthique, il y a eu une consultation citoyenne. Et ça, c'était une nouveauté, je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'on a demandé aux personnes ce qu'ils en pensaient. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que 2 maladies que vous connaissez, la mucoviscidose et l'amyotrophie spinale. L'amyotrophie, c'est la maladie emblématique du Téléthon. Je rappelle quand même, sans faire de la sensiblerie, ce qu'est cette maladie. Dans la forme majeure, le type 1, un enfant sur 2 décède avant l'âge de 2 ans. L'autre, avant la majorité. C'est ça, l'amyotrophie. Je le dis parce qu'il était question de quoi ? Il était question de pouvoir, on reprend les petits pois tout à l'heure, détecter chez les parents sains la présence du gène chez les 2 parents. Et à partir de là, on sait s'il y a un risque de mucoviscidose ou d'amyotrophie. Vous me direz, mais c'est une démarche génique, etc. Je rappelle qu'en France, nous pratiquons de façon collective et sociétale le dépistage de la trisomie 21. Les parents sont sains également. Donc on est au plan éthique sur la même problématique, à ceci près que l'amyotrophie est une maladie beaucoup, beaucoup plus grave que la trisomie 21. Ce que je fais, c'est pas bien. Il ne faut jamais comparer les maladies entre elles. Mais puisque on nous dit dans certaines discussions de l'Assemblée, attention, l'amyotrophie, vous êtes sur la pente glissante, où s'arrêtera-t-on ? Je fais simplement remarquer que si on doit s'arrêter, il faut s'arrêter plutôt avant la trisomie et qu'on n'est pas là dans une recherche d'un enfant parfait. On est là pour éviter une véritable catastrophe. Voilà, donc la possibilité technique est donnée. Faut-il l'utiliser ? On n'est pas les législateurs, on est des médecins. Donc on a dit que nous, il nous paraissait quand même utile de l'évaluer. Le Conseil d'éthique l'a dit aussi. Effectivement, ça a disparu du projet de loi. Peut-être que ce n'était pas tout à fait mûr. Peut-être y avait-il d'autres sujets plus sociétaux que médicaux. Peut-être qu'on a toujours le spectre de l'eugénisme qui est là. Mais je pense que dans le cadre du diagnostic et de la prévention de ces maladies graves, d'autres pays le font, il y aura à un moment une ouverture et au moins une évaluation médico-économique utile sur ces sujets. On peut espérer aussi, et c'est en parallèle, hein, parce qu'on ne va pas opposer une technique à l'autre, mais que la thérapie génique va aussi beaucoup progresser. On en parle, ça fait quand même des années et des années qu'on attend beaucoup de choses de la thérapie génique. Il y a eu effectivement des progrès. Les progrès les plus récents et les plus importants, quels sont-ils pour vous ? Alors, évidemment, je vais parler aussi des projets que je suis de près en tant qu'éducatrice médicale de Bluebird Bio, en faisant le lien justement avec les diagnostics, parce que pour toutes ces thérapies géniques, intervenir tôt est la chose la plus importante, parce que quand les problèmes s'installent, ils restent tels. Et donc aujourd'hui, pour vous donner quelques exemples de succès, nous travaillons sur 2 pathologies sévères du sang, donc la drépanocytose dont je vous ai déjà parlé, mais aussi la bêta-thalassémie, qui est une autre pathologie du sang qui provoque une anémie profonde. Et expliquez-nous en termes un peu pour un grand public, s'il vous plaît, cette pathologie. Donc en fait, c'est la mutation du gène, ce qu'on appelle de la bêta-globine, fait que les globules rouges, donc qui sont dans le sang et qui transportent l'oxygène à tous les tissus, en fait, meurent très vite. Et donc, ça fait que vous êtes anémié. Donc, vous connaissez, vous faites le test du sang, on vous dit si vous avez suffisamment de globules rouges ou pas. Et donc, ces patients, en fait, ont tellement d'anémie qui n'est pas compatible avec la vie, et donc, ils sont obligés de faire des transfusions régulières. Tous les combien de temps ils font des transfusions ces gens-là ? C'est juste pour mesurer un peu la gravité. Selon les patients, donc entre toutes les 2 aux 5 semaines. Donc ça veut dire certainement 1 fois par mois environ. Donc ça, c'est les formes sévères.
Et en plus de ça, ok, ils ont la transfusion, donc on pourrait dire tout va bien, mais en fait non, les transfusions leur apportent quelque chose de toxique, c'est le fer. En fait, c'est bien avoir suffisamment de fer avec les épinards. La Popeye, c'est une fausse Non, idée. voilà, C'est une fausse idée, s'il y Popeye. en a trop, c'est très toxique. Et donc, ils ont des atteintes d'organes au fur et à mesure. Donc, ils sont obligés de prendre des médicaments qui vont limiter ces surcharges en fer. Donc, ils sont la double peine, transfusion pour survivre mais chélateurs, qui sont quand même des molécules qui ont un profil de sécurité plus ou moins... Chélateurs, c'est des molécules qui Donc, permettent d'éliminer le fer ils vont en attraper excès. le fer et ils vont aider à l'éliminer, en fait. Et donc, c'est là quand même, dans la vie de ces patients, à part la contrainte d'aller à l'hôpital et passer une journée par mois, vous imaginez ce qui va impliquer au niveau professionnel ou scolaire, vous avez aussi que malgré tout, certains organes commencent à lâcher et donc on a une espérance de vie qui a été mesurée en France d'environ 40 ans pour ces patients. Donc les formes sévères. Donc on s'adresse à cette pathologie. On a eu pas mal de publications scientifiques et on a même donc notre premier produit a été approuvé pour cette indication pour un sous-groupe en mois de mai. Donc ça serait un traitement, une injection, un patient, guérison définitive. Oui, c'est la thérapie génique par ajout de gène. Donc ces patients ont un défaut du gène et on va leur porter un gène nouveau qui marche bien. À travers une technologie très particulière, à travers des vecteurs. Un vecteur, c'est un transporteur de gènes qui amène le gène au bon endroit. Parce qu'on est sûr qu'il va aller au bon endroit. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est des produits personnalisés, c'est-à-dire que chaque patient va recevoir des cellules souches, ce qu'on appelle les cellules souches du sang, ses propres cellules. Donc c'est celle-là qu'on va... Donc vous lui prélevez des cellules, vous les travaillez entre guillemets, vous injectez les bons gènes. Le bon gène, et après on les réintroduit chez le patient. Un peu comme on a parlé ce matin, on doit faire de la place dans la moelle osseuse du patient avec une chimiothérapie. Et après, c'est une greffe en fait, c'est une greffe autologue. Donc on reçoit ses propres cellules. Donc le patient est définitivement guéri. En principe, alors guérison, alors justement, on attend combien de patients traités déjà et quel recul? On a traité presque 60 patients dans cette pathologie et on a un recul pour le premier patient des 5 ans. Donc pour dire guérison, on va attendre encore un peu plus, mais pour l'instant, les résultats sont stables pour ces patients qui ont arrêté complètement d'aller à l'hôpital pour les transfusions. Pascal, est-ce que dans le cancer, on pourrait espérer aussi guérir un certain nombre de cas par thérapie génique? On peut espérer, plus qu'espérer, parce qu'on a... Alors le mécanisme est un petit peu différent aujourd'hui en cancérologie, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On peut reprendre l'exemple tout à l'heure du cancer du poumon. On laisse tomber la partie familiale qui était plutôt de la prévention. Ça, il y a des antécédents familiaux et il y a un risque héréditaire. Là, on parle du cancer tout venant. L'information génétique qui est contenue dans la tumeur nous oriente vers des thérapies de deux façons. La première, avec des choses très spéciales, c'est-à-dire, je vous donne peut-être mieux que le cancer du poumon, l'exemple historique, c'est la leucémie myéloïde. Une forme de leucémie particulièrement grave. Qui était très grave dans les années 70. On guérissait moins de 10% de ces leucémies. Par les thérapies ciblées, aujourd'hui, on guérit plus de 90% de ces leucémies. Donc on va prendre cet exemple. Quand vous dites par les thérapies ciblées, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'on a compris le mécanisme génétique de la tumeur. Et alors c'est un monsieur dans les années 60 qui se trouve à Philadelphie. Il examine les cellules sanguines des patients et il s'aperçoit que 95 fois sur 100, il y a la même anomalie sur les chromosomes. Alors il est tout fier de ça, il appelle ça le chromosome de Philadelphie. Bon, et on ne sait pas quoi en faire. Mais 10 ans après, on regarde ce chromosome qui est en fait l'imbrication de 2 de nos chromosomes et on s'aperçoit qu'au niveau de ce qu'on appelle le point de cassure, il y a une anomalie d'une protéine qui ne s'arrête pas d'être exprimée. Et cette protéine, se multiplie. Voilà, cette protéine, elle a la fonction de faire proliférer le globule blanc. Et donc on comprend que le primum movens de cette leucémie, c'est ça. Et l'étape après ça, c'est de se dire, mais cette protéine,
C'est une enzyme, on a des inhibiteurs de cette enzyme, on le sait, et donc là, on a des résultats spectaculaires. Jusqu'à la dernière publication, on a plus de 90% de guérison d'une maladie où on avait 10%. Et ça se déploie, vous ne le savez peut-être pas, mais dans les dernières années, alors je ne vous dis pas qu'on guérit toutes les maladies, hein, mais on a 15% des cancers du sein, où on a une thérapie ciblée. On a 20% des cancers du poumon. Dernièrement, et ça c'est un grand espoir, on a 20% des cancers de l'ovaire où la thérapie ciblée bouleverse complètement le pronostic. Donc je ne dis pas on est en train de tout guérir, mais on est en train, pas à pas, de décortiquer des mécanismes moléculaires et d'essayer de trouver des solutions dites personnalisées par l'anomalie génétique. C'est formidable de finir avec un grand espoir comme ça. Je pense qu'on va prendre quelques questions. Voilà, c'est plein d'optimisme et j'imagine que vous avez quelques questions ou demandes de précision. Donc n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous identifier. Donc qui pose la première question? Là-bas. Alors là-haut. Alors là-haut, je ne suis pas sûre qu'il y ait des micros, mais si vous parlez très fort, je pense qu'on va vous entendre. Allez-y. Fort, s'il vous plaît, parce que là... On va la traduire. Votre question est sur les modifications génétiques. Ouais. Bon, on a forcément un avis. Hein. Alors, on peut peut-être répéter la question. Alors oui, peut-être on répète. La question, c'est sur les manipulations génétiques de type éditique. C'est-à-dire la possibilité qu'on a d'agir sur l'ADN. Souvent, bon, c'est un raccourci facile, mais on dit que c'est un ciseau et une couteau colle. suisse, Voilà. un ciseau suisse, bon, pourquoi pas. Aujourd'hui, les développements qu'on a sont plutôt expérimentaux. Ce qui a été fait, parce que tout de suite doit venir un peu cette idée de ce qui a été fait en Chine, donc on va essayer de balayer ça. Ce qui a été fait en Chine est complètement en dehors des clous. Dites ce qui a été fait en Chine quand même. Voilà. En Chine, l'idée c'était que des parents qui pouvaient transmettre le HIV à des enfants, le virus du sida. Le virus du sida. On sait qu'il y a un gène qui permet d'être protégé du sida. Donc idée géniale de ce chercheur chinois, je vais mettre le gène qui fait la résistance au sida sur l'embryon. Alors il dit qu'il a fait, mais on ne sait plus s'il a fait parce que le papier a été retiré très récemment. On peut douter de ça. Mais cette indication n'est pas bonne. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on peut attendre de CRISPR-Cas aujourd'hui? Oui, alors en fait, on vient de passer aux études chez l'homme, donc les premières études cliniques chez l'homme, mais dans le sens, cette fois, de traiter une pathologie génétique. Et donc, l'objectif est un peu comme la thérapie génique que je vous ai décrite, c'est-à-dire d'aller modifier le gène, ou corriger le gène défectueux, ou alors aller bloquer un gène qui provoque une maladie. Donc, Bluebird Bio, d'ailleurs, a un programme de ce qu'on appelle gene editing, donc de ces fameux ciseaux. On n'utilise pas le CRISPR parce qu'il existe en fait d'autres enzymes qui peuvent avoir cette capacité. Le challenge aujourd'hui donc, est d'être très précis dans cette modification, d'aller vraiment changer le morceau qui nécessite un changement et pas le reste des gènes. Donc on va voir dans les prochaines années, à mon avis, une confirmation si on a les bons outils ou pas. Alors, on vous attend l'an prochain pour les résultats? Alors, nous avons une question, s'il vous plaît, au deuxième rang. Merci, professeur Pujol. Madame. Bonjour, j'ai appris que aux États-Unis, le cadeau de Noël, c'était de faire le scan génétique des personnes pardon, pour savoir leurs ancêtres, d'où ils venaient, voilà. etc. Et que ça allait venir en France, que c'était un grand débat chez les généticiens. Quelle est votre position par rapport là-dessus? Alors, elle est assez simple. Bon, d'un côté, ce qui est vendu aujourd'hui sur Internet, il faut quand même distinguer deux choses. Vous avez des choses dites récréatives. Si ça vous intéresse récréatif, c'est par exemple mes origines. Bon,
Moi, enfin, oui, j'ai une origine italienne, j'ai pas tout à fait besoin de ça, enfin en partie. Bon, mais ça peut être amusant, c'est assez précis, hein, de ses origines, voilà. Ça, c'est récréatif. Mais il faut faire attention parce que vous avez raison, madame, il y a de l'information médicale. J'ai un de mes amis médecins parisiens dont la femme a fait MyHeritage, enfin plus exactement 23andMe, c'est-à-dire le test de Google, pour ne pas le nommer. Et vous avez une partie récréative, mais quand vous avez les résultats, si vous êtes passé par le site américain, vous aurez une case. Si vous cochez sur la case, vous aurez des données médicales. Et en cochant sur cette case, elle a appris qu'elle avait une prédisposition génétique au cancer du côlon. Est-ce qu'elle voulait avoir cette information? Est-ce qu'elle avait une information préalable? Mais pourquoi pas? Mais c'est pour ça que l'intitulé « Voulez-vous savoir » de quelques lignes que j'ai écrites est le suivant. Mais je pense qu'il est tout à fait inapproprié de donner une information médicale à quelqu'un qui ne veut pas le savoir, à quelqu'un qui n'a pas eu l'information loyale préalable et qui n'aura pas le conseil adossé. Donc pourquoi pas envisager des tests un jour en population générale? Ça a été un point débattu d'ailleurs dans les lois de bioéthique et finalement non retenu, comme vous le savez. Delfrécy et le conseil d'éthique se disaient c'est quand même un peu embêtant de notre côté de savoir qu'une femme sur 200 a BRCA, le gène du cancer, du sein, pardon Anne, qu'aujourd'hui si vous voulez avoir cette information, il faut qu'elle soit retenue dans une consultation médicale. Mais nos filtres sont assez stringents. Et donc, ce qui nous embête un petit peu, c'est que pour quelqu'un qui veut savoir, il faudrait quand même une possibilité. Par exemple, j'ai à ma consultation, des fois, des femmes qui n'ont eu qu'un cancer du sein dans leur famille. Je ne peux pas leur assurer qu'il n'y a pas le gène, mais je ne peux pas le prescrire et elles ne peuvent pas avoir cette information. Donc voilà, il y a quelque chose. Par contre, tous les tests commerciaux qui concernent des risques faibles, quand on vous vend la schizophrénie, l'Alzheimer, le ci, le mi, ça sert à quoi? Exactement. À quoi ça sert d'avoir des risques faibles, qui plus est non actionnables. C'est-à-dire que le sachant, vous ne pourrez pas faire grand-chose derrière en termes de dépistage ou en prévention. Enfin, vous voyez que pour répondre à votre question, je ne suis pas très optimiste sur ces tests, mais je pense qu'il faut les contrôler quand même. Merci beaucoup. Une dernière question, madame? Oui, je suis là. Je voudrais savoir par rapport à l'ophtalmologie, parce que quand on a découvert les cellules souches, il était dit dans les publications qu'un des terrains propices à la manipulation des cellules souches était en ophtalmologie, et j'aimerais savoir par rapport au glaucome en particulier, le glaucome congénital, est-ce qu'il y a des travaux là-dessus et où dans le monde? Merci. À ma connaissance, non. Dans cette pathologie spécifique, ce que je sais, c'est quand même une des premières thérapies géniques approuvées est dans une pathologie des yeux qui provoque une cécité. Là aussi, il faut savoir quelle est la cause génétique et donc apporter la solution à travers la thérapie génique. Dans le glaucome, je pense qu'on n'en est pas là encore. Moi, j'ai une dernière toute petite question rapide pour vous deux. C'est toujours jeune cette année. On dit que notre longévité est directement liée à la taille de nos télomères sur les chromosomes. Est-ce que vous aurez bientôt les moyens de nous faire rallonger nos télomères, l'un et l'autre, en 3 mots? Moi, ce que je pense, que si on utilise bien la génétique, sans trafiquer les gènes de la longévité, on aura moins de maladies graves où on les traitera. C'est déjà un point pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et Fabrizia va nous dire comment on va rallonger les télomères. Pourquoi pas? Non, c'est-à-dire, mon côté chercheuse, effectivement, me pousse à dire de continuer sur la voie de la recherche sur les télomères. Après, à quel moment intervenir, sur quelles cellules, c'est une autre histoire. Donc le grand livre de la génétique n'est pas encore complètement écrit. Merci beaucoup. Mais on se revoit bientôt pour en reparler. Merci. Merci beaucoup. Un grand bravo à vous. On vous applaudit très fort. C'était effectivement plein d'espoir et d'optimisme.